Lyon. Automne 2024. La pluie battait contre les grandes fenêtres de l'appartement du vieux Lyon que j'avais acheté en 1982, quand personne ne voulait vivre dans ces ruelles étroites. Aujourd'hui, elles valent une fortune. Mon appartement aussi. Mais ce soir-là, debout dans ma propre salle à manger, je ne pensais pas à l'argent. Je pensais à la trahison. L'odeur de la daube lyonnaise flottait encore dans l'air. J'avais passé 3 heures à la préparer, suivant la recette de ma mère, celle qu'elle me transmit sur son lit de mort à l'Hôtel-Dieu. Élise adorait ce plat. Du moins, c'est ce qu'elle me disait avant. La table était dressée avec soin. Nappe en lin de Normandie. Couvert en argent massif, héritage de ma grand-mère. Verres en cristal de Baccarat. Tout ce que j'avais construit, préservé, transmis. Élise était assise en bout de table, comme une reine. Mon gendre Thomas à sa droite, le regard fuyant. Ma sœur Claire en face de moi, un sourire carnassier aux lèvres. Son mari Philippe, ce parasite qui n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie, scrutait son téléphone avec indifférence. « Maman » commença Élise en levant son verre de Beaujolais. Un moulin à vent 2019 que j'avais gardé pour cette occasion spéciale. « Il faut qu'on parle de ton, de ta situation. » Je posais ma fourchette. 67 ans d'instinct me disaient que quelque chose clochait. Cette voix trop douce, ce regard trop appuyé, ces invités trop nombreux pour un simple dîner de famille. Ma situation, répétai-je calmement. Tu vieillis, intervint Claire, ma propre sœur, celle avec qui je partageais une chambre dans l'appartement miteux de la Guillotière où nous avons grandi. Tu oublies des choses. Thomas m'a dit que tu as laissé le gaz allumé la semaine dernière. Mensonge. Je n'utilise que des plaques électriques depuis 15 ans. Et tu es tombé dans les escaliers le mois dernier, ajouta Philippe, levant enfin les yeux de son écran. Claire m'a raconté. Autre mensonge, je n'étais pas tombée. J'avais trébuché sur le sac que Claire avait délibérément laissé sur la 2e marche. Nous pensons, continua Élise, sa voix prenant soudain une tonalité clinique, professionnelle, qu'il serait temps que tu déménages dans une résidence pour seniors, un endroit adapté. Le silence s'abattit sur la table. Dehors, le Rhône coulait, indifférent aux drames humains. La pluie redoublait. Une résidence, répétai-je lentement, savourant chaque syllabe comme un dernier verre de vin avant l'exécution. La résidence des Peupliers, à Caluire, précisa Thomas avec un enthousiasme déplacé. J'ai déjà pris rendez-vous pour une visite, demain matin, à 10 heures. Alors c'était ça. Le piège était tendu. Les papiers étaient probablement déjà prêts, quelque part dans le sac d'Élise. Une procuration, un mandat de protection future, peut-être même une tutelle accélérée grâce à un médecin complice. Je les regardais, un par un, ma fille, ma sœur, ces sangsues qui m'entouraient, attendant patiemment que je meure pour se partager mon patrimoine. « Et cet appartement ?» demandai-je, ma voix toujours calme, trop calme. « Qu'adviendra-t-il de cet appartement ?» Élise échangea un regard rapide avec Claire, un regard qui disait tout, un regard de complice, de vautour qui se préparent à dépecer une carcasse. « Eh bien, » commença Élise, « il faudra le vendre, évidemment, pour payer la résidence. Et puis, Thomas et moi cherchons un plus grand espace, avec le bébé qui arrive. »« Quel bébé ?» l'interrompis-je sèchement. Elle hésita une seconde, une seule seconde qui confirma mes soupçons. Il n'y avait pas de bébé, juste une excuse supplémentaire pour justifier leur cupidité. « Nous essayons, » murmura-t-elle, baissant les yeux. Je me levai lentement. Mes genoux craquèrent. 67 ans, oui, mais solides. Plus solides qu'eux ne l'imaginent. Je me dirigeai vers le buffet en chêne massif que Jean-Paul, mon défunt mari, avait restauré de ses propres mains. J'ouvris le tiroir du bas. Mes doigts trouvèrent ce que je cherchais. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» La voix d'Élise montait dans les aigus, teintée d'inquiétude. Je revins à table. Posait devant moi un simple dossier en craft. Beige, usé, mais contenant toute la vérité. « Je pense, dis-je en m'asseyant, qu'il est temps de parler du testament de votre père. » Le visage d'Élise s'éclaira. « Justement, papa a tout laissé à sa famille. Cet appartement, les comptes. » « Non. »
Le mot claqua comme un coup de feu dans le silence. La pluie, dehors, semblait s'être arrêtée. Même le Rhône retenait son souffle. Comment ça, non? Claire se redressa sur sa chaise, les narines frémissantes. J'ouvris le dossier. En sortit 3 documents. Le premier, jauni, daté de 2018, le deuxième, plus récent, de 2021. Le troisième, tout frais, portait le tampon du notaire Maître Lefebvre, daté d'il y a 6 mois. Le testament que vous avez lu, commençai-je d'une voix posée. Celui où Jean-Paul léguait tout à notre fille chérie, où il parlait de l'importance de la famille, de la transmission. Ce testament était un faux. Le silence qui suivit était absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. Mais il n'y avait pas de mouche, juste 4 visages pétrifiés, 4 bouches ouvertes, 4 cerveaux qui tentaient de comprendre ce que je venais de dire. « C'est ridicule », finit par cracher Claire. « Jean-Paul n'aurait jamais. » « Jean-Paul, l'interrompis-je froidement, a découvert votre petit complot 3 ans avant sa mort, l'année 2021. Jean-Paul venait d'avoir son accident vasculaire cérébral. Rien de grave, selon les médecins de l'hôpital Édouard Herriot. Un petit AVC, disait-il. Il récupérerait complètement. Mais pendant 48 heures, il avait été alité, faible, vulnérable. Et pendant ces 48 heures, Élise et Claire avaient montré leur vrai visage. Je n'étais pas présente. J'étais rentrée à la maison pour prendre une douche, changer de vêtements. Jean-Paul m'avait insisté. Je sentais le désinfectant et la peur. Quand je suis revenue, 2 heures plus tard, il était assis dans son lit, le visage blanc comme un linge, les mains tremblantes. Pas à cause de l'AVC, à cause de ce qu'il avait entendu. « Elles veulent me mettre sous tutelle », m'avait-il dit, les larmes aux yeux. Élise a appelé un avocat. Claire parlait de vendre l'appartement, de le partager entre elles. Elle pensait que je dormais, Marguerite. Elle pensait que je ne pouvais pas les entendre. Ce soir-là, dans notre appartement du Vieux-Lyon, Jean-Paul avait pleuré pour la première fois depuis la mort de sa mère. 70 ans. Un homme qui avait construit des ponts, dirigé des chantiers, survécu à un cancer, et il pleurait comme un enfant, parce que sa propre fille le considérait déjà comme mort. Alors, continuai-je ce soir de l'automne 2024, regardant Élise droit dans les yeux, nous avons pris une décision. Nous sommes allés voir maître Catherine Lefebvre, la meilleure avocate en droit des successions de Lyon. Et nous avons tout refait, en secret. « Tu mens », siffla Élise, mais sa voix tremblait. « Le testament que j'ai lu après sa mort, celui que le notaire Dubois m'a donné. »« Maître Dubois, » dis-je avec un sourire sans joie, était le notaire de votre père depuis 30 ans. Un vieil ami. Très loyal, trop loyal peut-être. Il a accepté de garder une copie de l'Ancien Testament, celui que Jean-Paul avait fait en 2005, quand vous étiez encore une fille aimante. Mais le vrai testament, le testament légal, celui qui compte, celui que nous avons enregistré officiellement. Je poussai le document de 2021 vers le centre de la table. Celui-là est au service des impôts, à la chambre des notaires et dans le coffre de maître Lefebvre. Impossible à contester, impossible à falsifier. Claire attrapa le document, ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à tenir les pages. Ses yeux parcoururent les lignes de plus en plus vite, de plus en plus paniqués. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « L'appartement, les comptes bancaires, tout est à ton nom. Depuis 2021, oui. Jean-Paul m'a tout transféré, légalement, proprement, avec tous les timbres fiscaux nécessaires, toutes les déclarations requises. Nous avons même payé les droits de donation de son vivant. 75 000 €, une fortune. Mais ça valait chaque centime pour vous voir perdre. « Mais papa avait des dettes !» protesta Élise, sa voix maintenant stridente, désespérée. « L'entreprise a fait faillite en 2019. Il devait de l'argent à tout le monde. »« Oh, les dettes !» Je souris, un sourire glacial qui me surprit moi-même. « Parlons-en, des dettes. » Je sortis le deuxième document, des relevés bancaires, des factures, des reçus. L'entreprise de votre père a effectivement fait faillite. 70 000 € de dettes. Les fournisseurs, les sous-traitants, l'URSSAF. Tout le monde voulait son argent. Et vous savez qui a payé ?
Qui a vendu son propre studio à Villeurbanne, celui que j'avais acheté avec mes économies en 1995, pour sauver la réputation de Jean-Paul? Le silence répondit à ma place. Moi. J'ai tout payé, jusqu'au dernier centime, et pendant que je me saignais aux 4 veines, pendant que je vendais mon patrimoine personnel pour sauver votre héritage, vous planifiez de nous mettre en maison de retraite. « Ce n'est pas vrai !» cria Élise en se levant brusquement, renversant son verre. Le vin rouge se répandit sur la nappe blanche comme du sang. « Tu racontes n'importe quoi. Papa ne nous aurait jamais fait ça. »« Papa ?» répétai-je, ma voix soudain brisée par l'émotion que j'essayais de contenir, est mort en janvier 2022, dans son sommeil, paisiblement. Et ces derniers mots, tu sais ce qu'ils étaient? Élise ne répondit pas. Elle resta debout, tremblante, les larmes commençant à couler sur ses joues. Mais je ne ressentais aucune pitié, plus maintenant. Protège-toi, Marguerite, ne les laisse pas gagner. Le silence retomba. Philippe avait lâché son téléphone. Claire fixait la table, incapable de me regarder. Thomas, le pauvre Thomas qui avait probablement été manipulé par ma fille, semblait sur le point de vomir. Alors, continua-je en me levant à mon tour, revenons à ce soir, à votre petit complot, à la résidence des Peupliers, au rendez-vous de demain matin. Je ramassai mon propre verre, encore plein. Le vin tremblait légèrement, reflet de la rage que je contenais depuis 3 ans. Vous voulez me mettre en maison de retraite? Vendre mon appartement? Vous partagez mon argent? J'éclatais de rire. Un rire sec, sans joie. Faites-le, essayez. Appelez vos avocats. Contactez des médecins. Montez vos dossiers de tutelle. Mais sachez une chose. Je levai mon verre, comme pour un toast macabre. Cet appartement est à moi. Les comptes bancaires sont à mon nom. Le studio que j'ai racheté à Villeurbanne? À moi aussi. Les actions que Jean-Paul avait dans l'entreprise avant la faillite? Transférées. À moi. Vous n'aurez rien. Absolument rien. Et c'est là qu'Élise perdit le contrôle. Le verre explosa contre le mur derrière moi. Des éclats de cristal de baccarat volèrent dans toutes les directions. Le vin éclaboussa le papier peint que j'avais choisi avec Jean-Paul en 1987 lors d'un voyage à Paris. Un motif délicat, fleuri, maintenant taché de rouge sang. « Menteuse !» hurla Élise, son visage déformé par la rage. « Tu es une menteuse, une manipulatrice. Tu as retourné papa contre moi. Tu l'as monté contre sa propre fille. » Elle se précipita vers moi, mais Thomas la retint par le bras. Pour la première fois de la soirée, mon gendre montrait un semblant de caractère. « Élise, calme-toi » murmura-t-il, mais elle se débattait comme une possédée. « Non, non ! Cette garce a volé mon héritage. Elle a profité de la faiblesse de papa. C'est de l'abus de faiblesse. Je vais porter plainte. Je vais. » « Tu vas quoi ?» Ma voix claqua dans la pièce, froide, autoritaire. La voix que j'utilisais dans les réunions syndicales quand j'étais délégué du personnel à la caisse d'épargne avant ma retraite. « Tu vas prouver que ton père, un homme sain d'esprit, certifié par 3 médecins différents, a été manipulé? Bonne chance. » Je ramassai le 3e document, celui que je n'avais pas encore montré. Le certificat médical. Dr Arnaud Mercier, neurologue à l'hôpital Édouard Herriot. Daté du 15 mars 2021. Monsieur Jean-Paul Beaumont présente toutes ses facultés mentales. Aucun signe de démence, de confusion ou d'altération du jugement. Apte à prendre toute décision concernant ses biens et sa personne. Je le laissai tomber sur la table. Votre père était lucide, parfaitement lucide. Et c'est dans sa lucidité qu'il a compris qui vous étiez vraiment. Claire se leva enfin, le visage crispé. Ma petite sœur, celle que j'avais protégée des brutes de l'école, celle pour qui j'avais menti à nos parents quand elle rentrait ivre à 15 ans, celle que j'avais aidée à payer son loyer quand Philippe, son mari inutile, avait perdu son énième emploi. « Tu n'es qu'une égoïste », cracha-t-elle. « Tu as toujours tout gardé pour toi. Toujours. Maman te préférait. Papa te préférait. Et maintenant, tu veux tout garder, même l'argent de Jean-Paul. » L'argent de Jean-Paul. Je ris, mais c'était un rire amer. « Claire, réveille-toi. Jean-Paul n'avait plus d'argent. L'entreprise était en faillite. Les dettes dépassèrent les actifs.
Si je n'avais pas vendu mon studio, si je n'avais pas vidé mon propre compte épargne, votre précieux héritage aurait été négatif. Vous auriez hérité de dettes. Alors pourquoi ? Demanda Philippe, parlant pour la première fois de la soirée avec quelque chose qui ressemblait à de la sincérité. Pourquoi tout sauver si ce n'était pas pour le transmettre à Élise ? Je le regardais. Cet homme qui vivait au crochet de ma sœur depuis 25 ans. Cet homme qui n'avait jamais contribué à un loyer, à une facture, à un repas. Et je réalisais qu'il ne comprenait vraiment pas. Parce que, dis-je lentement, articulant chaque mot, c'était l'honneur de Jean-Paul, son nom, sa réputation, les gens avec qui il avait travaillé, les artisans qu'il respectait. Il méritait d'être payé, pas à cause de l'héritage, à cause de la dignité. La dignité, répéta Élise avec un ricanement. Tu parles de dignité ? Toi qui nous espionnes ? Qui monte des complots dans notre dos ? Je ne vous ai jamais espionné, répondis-je calmement. Je vous ai juste écouté. Comme Jean-Paul vous a écouté ce jour-là à l'hôpital, vous ne vous en cachiez même pas. Vous pensiez qu'il dormait, qu'il était trop faible pour comprendre, mais il entendait tout. Je marchais vers la fenêtre. Dehors, la pluie avait cessé. Les lumières de Lyon scintillaient sur la Saône. La ville où j'étais né. La ville où je mourrais, mais pas aujourd'hui. Pas dans une résidence pour seniors à Caluire. Vous savez ce qui est drôle ? Dis-je sans me retourner. Jean-Paul voulait vous pardonner. Même après avoir entendu vos plans, même après avoir compris votre trahison, il voulait croire que c'était juste la peur, la panique face à sa maladie. Il voulait vous donner une chance. Alors pourquoi ? Commença Élise, mais sa voix se brisa. Parce que vous avez continué. Je me retournai enfin. Après sa mort, vous pensiez avoir gagné. Vous pensiez que le faux testament était le vrai. Et vous avez recommencé. Avec moi, cette fois. Je sortis mon téléphone, ouvris l'application de messagerie, montrai l'écran à Élise. Le 3 septembre dernier, tu as écrit à Claire, je cite, « La vieille commence à perdre la boule. Si on s'y prend bien, on peut la faire déclarer inapte avant Noël. L'appart vaut au moins 800 K. On partage 50-50. » Le visage d'Élise devint blanc, pas pâle, blanc, comme si tout le sang avait quitté son corps. « Comment tu as eu ça ? Tu as oublié, dis-je avec un sourire triste, que c'est moi qui paie ton abonnement téléphonique, ton forfait, ton cloud, tout. J'ai accès à tout depuis toujours. Tu ne t'en es jamais soucié parce que tu pensais que ta vieille mère stupide ne savait pas comment fonctionne un smartphone. Je rangeais mon téléphone. J'ai tout, Élise, tous les messages, tous les emails, toutes les conversations où tu te moques de moi, où tu planifies mon internement, où tu calcules combien tu gagneras quand je serai morte. Le silence était assourdissant. Même le Rhône, dehors, semblait avoir cessé de couler. Alors, continua-je, ma voix maintenant glaciale, voici ce qui va se passer maintenant. Je retournai m'asseoir, calmement, posément, comme si nous discutions de la météo et non de la destruction totale de leur vie. Dans ce dossier, dis-je en tapotant le document Kraft, il n'y a pas que le testament. Il y a aussi tous les documents que Jean-Paul et moi avons préparés, des documents que vous allez devoir écouter attentivement. J'ouvris le dossier complètement, en sortit une liasse de papier attachée par un trombone doré. Premièrement, l'acte de propriété de cet appartement, acheté en 1982 pour 350 000 francs, environ 53 000 €. Aujourd'hui, il vaut 850 000 €. Il est à mon nom. Uniquement mon nom. Jean-Paul y a renoncé officiellement en 2021. Je posais le document. Deuxièmement, le studio de Villeurbanne, vendu en 2019 pour payer les dettes de l'entreprise. J'en ai racheté un autre en 2023. Plus petit, mais dans le même quartier. Valeur, 180 000 €, également à mon nom. Deuxième document. Troisièmement, les comptes bancaires. Livret A, compte courant, PEL, assurance vie. Total, 247 000 €, tout transféré légalement en 2021. Troisième document. Quatrièmement, les actions. Jean-Paul avait gardé quelque part dans d'anciennes entreprises où il avait travaillé. Pas grand-chose. 35 000 € environ,
Transféré. 4e document. 5e, et c'est là que ça devient intéressant, la maison de famille en Ardèche. Claire sursauta. Philippe leva brusquement la tête. Même Thomas arrêta de fixer le sol. « Quelle maison en Ardèche ?» demanda Claire, sa voix tremblante. Je souris. Un vrai sourire, cette fois. Le premier de la soirée. La maison de notre grand-mère Paulette. Tu te souviens, Claire? La vieille ferme près d'Annonay, où nous passions les étés quand nous étions enfants. Celle avec le puits dans la cour et les cerisiers derrière? Elle a été vendue, bégaya Claire. En 2005, maman nous a dit. Maman vous a menti. Ma voix était douce maintenant, presque tendre. Enfin, techniquement, elle ne vous a pas menti. Elle vous a dit que la maison était partie. Et c'était vrai. Elle est partie de la famille Roussel pour entrer dans la famille Beaumont. Je sortis un 5e document, un acte notarié daté de 2005. Maman me l'a vendu, pour €1 symbolique, parce qu'elle savait que toi, Claire, tu la vendrais immédiatement pour payer les dettes de Philippe. Alors elle me l'a donnée, à la condition que je la garde dans la famille, que je la transmette à mes enfants, à Élise. Élise releva la tête brusquement, une lueur d'espoir dans les yeux. « Tu vois ?» dit-elle, en se tournant vers Thomas. « Elle va me la donner, elle va. » « Non !» Le mot tomba comme une guillotine. « Je ne te donnerai rien, Élise. Cette maison que j'ai restaurée avec Jean-Paul pendant 15 ans, que nous avons transformée en un véritable bijou, avec son toit refait, ses poutres consolidées, sa cuisine moderne, cette maison qui vaut maintenant 420, 1000 €. Je marquai une pause. Je vais la vendre. Non ! Claire se leva d'un bond, renversant sa chaise. Tu ne peux pas! C'est la maison de maman! C'est notre enfance! Notre enfance? Je haussai un sourcil. Claire, tu n'y es pas retournée depuis 1998. 26 ans, tu n'as jamais aidé aux rénovations. Tu n'as jamais contribué un seul euro aux travaux. Tu as oublié jusqu'à son existence, jusqu'à ce que je la mentionne à l'instant. Mais tu ne peux pas la vendre comme ça. Il doit y avoir des lois, des droits. Il y a des lois, acquiesçai-je. Et j'ai un avocat excellent. Maître Lefebvre a tout vérifié. Cette maison m'appartient légalement depuis 2005. Je peux en faire ce que je veux. Pourquoi? La voix d'Élise était à peine un murmure. Pourquoi tu veux tout détruire? Je la regardais, ma fille unique, la petite fille que j'avais bercée pendant des nuits entières quand elle faisait ses dents. L'adolescente que j'avais soutenue quand elle avait raté son bac. La jeune femme dont j'avais payé le mariage, les études, le premier appartement. Je ne veux rien détruire, dis-je doucement. Je veux juste que vous compreniez une chose très simple. L'argent ne s'hérite pas, il se gagne, le respect ne se réclame pas, il se mérite, et l'amour ne se monnaie pas, il se donne. C'est des conneries, explosa Philippe. Des belles phrases. Tu veux juste tout garder parce que t'es une vieille avare qui ne supporte pas l'idée de... Philippe. Ma voix devint coupante. Tais-toi. Ou je te rappelle que le prêt de 25 000 € que tu as contracté en 2019, celui que tu n'as jamais remboursé, c'est moi qui l'ai garanti. Et que si je retire ma garantie demain matin, la banque te tombera dessus avant midi. Il blêmit et se tut. Bien, continuai-je. Maintenant, écoutez-moi tous attentivement, parce que je ne le répéterai pas. Voici ce qui va se passer. Je sortis le dernier document, mon Nouveau Testament, rédigé il y a 1 semaine, après le message d'Élise à Claire, après avoir compris qu'il n'y avait plus aucun espoir. Ce testament entre en vigueur à ma mort. Vous n'aurez rien. Pas l'appartement, pas le studio, pas l'argent, pas la maison en Ardèche, rien. Alors qui? Demanda Élise, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Qui va tout avoir? Des associations, répondis-je simplement. Les petits frères des pauvres, le Secours populaire, Emmaüs, des gens qui aident vraiment ceux qui en ont besoin, pas des parasites qui attendent la mort de leurs parents pour s'enrichir. Le silence qui suivit était différent, plus lourd, plus définitif. C'était le silence de la fin, de la rupture irrémédiable. Mais, ajoutai-je, et pour la première fois de la soirée, je laissai transparaître une once d'émotion dans ma voix. Il y a une condition. Élise releva la tête, un dernier espoir brillant dans ses yeux rougis. Si, d'ici ma mort,
Vous prouvez que vous avez changé. Si vous montrez du respect, de l'amour véritable, de l'attention sans calcul, alors peut-être, je modifierai ce testament. Comment ? Demanda-t-elle dans un souffle. Comment on peut te prouver ? Je ne sais pas, Élise. Ma voix se brisa légèrement. C'est à vous de trouver. C'est à vous de redevenir ma famille. La vraie famille. Celle que Jean-Paul espérait encore voir avant de mourir. 2 semaines passèrent. 2 semaines de silence. Ni Élise, ni Claire ne m'appelèrent. Pas de message, pas de visite. Rien. C'était comme si je n'existais plus. Je passais mes journées dans l'appartement du Vieux Lyon, regardant les touristes déambuler dans les ruelles pavées, écoutant les cloches de Saint-Jean sonner les heures. J'avais 67 ans et j'étais seule. Complètement seule. Maître Catherine Lefebvre m'appela le lundi de la 3e semaine. « Marguerite, j'ai reçu une convocation. Élise et Claire attaquent le testament de Jean-Paul. Elles prétendent qu'il était sous influence, que vous l'avez manipulé. Elles ont trouvé un avocat à Paris, un certain Maître Fontaine. Apparemment, il est spécialisé dans ce genre d'affaires. » Je n'étais pas surprise. J'étais même soulagée, d'une certaine façon. Au moins, elle se battait. Au moins, elle ne restait pas passive. Qu'est-ce qu'elle demande exactement ? L'annulation du testament de 2021, le retour à l'Ancien Testament de 2005 et... Attention, c'est assez osé. Elles demandent aussi une mise sous tutelle pour vous. Elles prétendent que vous montrez des signes de démence sénile. Je ris, un rire sec. Elle ne manque pas de culot. Marguerite, la voix de Catherine devint sérieuse. Il faut se préparer. Ce genre de procès peut être pénible. Elles vont fouiller dans votre vie, dans votre passé. Elles vont chercher la moindre erreur, le moindre oubli, pour prouver que vous n'êtes pas capable de gérer vos affaires. Qu'elles cherchent, répondis-je calmement. Je n'ai rien à cacher. Le procès débuta en janvier 2025. Tribunal de grande instance de Lyon. Une salle froide, impersonnelle, avec des bancs en bois qui grinçaient à chaque mouvement. Élise était là, habillée en noir, jouant la fille endeuillée. Claire à côté d'elle, les yeux rouges, probablement grâce à quelques gouttes de collyre. Maître Fontaine était un homme d'une 50aine d'années, costume 3 pièces, cheveux gominés. Il avait le regard dur des avocats qui ne croient pas à leurs clients mais qui croient à leurs honoraires. « Madame la Présidente, » commença-t-il en se levant, « nous sommes ici pour une affaire tragique, l'affaire d'une mère qui, dans sa vieillesse, a décidé de déshériter sa propre fille. Mais ce n'est pas tout. Nous allons démontrer que Madame Beaumont a profité de la faiblesse de son mari, Monsieur Jean-Paul Beaumont, pour s'approprier l'intégralité de ses biens. » Il marqua une pause théâtrale. « Nous allons prouver que Monsieur Beaumont, suite à son accident vasculaire cérébral de 2021, n'était plus en possession de ses pleines capacités mentales. Que sa femme, Madame Marguerite Beaumont, l'a manipulé, isolé de sa famille et convaincu de modifier son testament en sa faveur. « Objection !» intervint Catherine, se levant à son tour. « Nous avons 3 certificats médicaux attestant de la pleine capacité mentale de Monsieur Beaumont au moment de la modification du testament. Certificats établis par des médecins indépendants, sans lien avec Madame Beaumont. Des certificats, ricana Maître Fontaine, qui peuvent être orientés, complaisants. Nous avons également des témoignages. » Il fit signe à Claire qui se leva, tremblante, et s'avança vers la barre. « Madame Roussel, » commença Maître Fontaine, « vous êtes la sœur de Madame Beaumont. Pouvez-vous nous parler du comportement de votre sœur ces dernières années ?» Claire prit une grande inspiration. Je la regardais, cette femme qui avait été ma complice d'enfance, et je me demandais si elle allait vraiment le faire, si elle allait vraiment mentir sous serment. Elle le fit. « Ma sœur est devenue différente, » commença-t-elle, sa voix tremblante mais audible. Après la maladie de Jean-Paul, elle est devenue paranoïaque. Elle nous accusait de vouloir la voler, de comploter contre elle. Elle refusait de nous voir, de nous parler. Elle s'est isolée. « Et son comportement au quotidien ?» insista Maître Fontaine. « Elle oublie des choses, des rendez-vous, des noms. Elle a laissé le gaz allumé plusieurs fois. Elle est tombée dans les escaliers. Nous avons peur pour elle. » Je notais mentalement chaque mensonge. Le gaz que je n'avais jamais laissé allumer. La chute qui n'avait jamais eu lieu. Les oublis imaginaires.
Merci, Madame Roussel, dit maître Fontaine en se rasseyant, satisfait. Catherine se leva immédiatement. Madame Roussel, vous dites que votre sœur a laissé le gaz allumé plusieurs fois. Pouvez-vous nous donner des dates précises? Claire hésita. Je ne me souviens pas exactement. Vous ne vous souvenez pas? Répéta Catherine. Pourtant, si votre sœur mettait sa vie en danger, vous auriez sûrement noté ces incidents. Appelé les pompiers, contacté un médecin. Avez-vous fait l'une de ces choses? Non, mais... Vous dites également qu'elle est tombée dans les escaliers. À quelle date? En octobre dernier. Octobre 2024. Très bien. Catherine ouvrit un dossier. J'ai ici le journal de Madame Beaumont. Elle note tout. Tous ses rendez-vous, toutes ses sorties. En octobre 2024, elle était en voyage en Provence, du 5 au 25. Elle ne pouvait donc pas tomber dans les escaliers de son appartement lyonnais. Le visage de Claire devint écarlate. J'ai dû me tromper de moi. Vous vous êtes trompée, répéta Catherine, sa voix maintenant tranchante. Tout comme vous vous êtes trompée sur le gaz, sur les oublis, sur tout le reste, n'est-ce pas, Madame Roussel? Claire ne répondit pas. Elle retourna s'asseoir, la tête basse. Madame la Présidente, continua Catherine, nous avons nos propres témoins, des gens qui connaissent véritablement Madame Beaumont. Elle fit signe et une femme d'une 60aine d'années entra dans la salle. Docteur Sophie Lambert, ma médecin traitante depuis 15 ans. Docteur Lambert, pouvez-vous nous parler de l'état de santé de Madame Beaumont? Marguerite Beaumont est ma patiente depuis 2009. Je la vois tous les 3 mois pour un bilan de santé complet. Elle n'a jamais montré le moindre signe de démence, de confusion ou de perte de capacité cognitive. Au contraire, elle est d'une lucidité remarquable pour son âge. Pas de trouble de la mémoire? Aucun. Elle se souvient de tous nos échanges, de tous ses traitements, de toutes les dates importantes. Sa mémoire est meilleure que celle de nombreuses personnes de 40 ans. Le procès dura 3 jours. 3 jours de témoignages, de contre-témoignages, de documents présentés, contestés, validés. Élise pleura beaucoup. Claire aussi. Maître Fontaine martela son bureau, invoqua la tradition familiale, l'amour filial, le droit sacré de l'héritage. Mais Catherine fut implacable. Elle présenta les certificats médicaux. Les relevés bancaires prouvant que j'avais payé les dettes de Jean-Paul avec mon propre argent. Les messages d'Élise et Claire planifiant mon internement. Les enregistrements. Oui, les enregistrements. Parce que ce soir-là, le soir du dîner où Élise m'avait jeté le vin au visage, j'avais tout enregistré. Mon téléphone était dans ma poche, l'application d'enregistrement activée. Tout était là. Leurs voix, leurs mensonges, leurs plans. La résidence des Peupliers, à Caluire, j'ai déjà pris rendez-vous. Nous pensons qu'il serait temps que tu déménages. L'appartement, il faudra le vendre, pour payer la résidence. La voix du juge, Madame la Présidente Durand, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris coupés courts, résonna dans la salle silencieuse. J'ai écouté attentivement tous les témoignages. J'ai examiné tous les documents. Et je dois dire que cette affaire me laisse profondément attristée. Elle regarda Élise et Claire. Vous venez devant ce tribunal réclamer un héritage. Mais un héritage n'est pas un droit. C'est un don. Un don que les parents font à leurs enfants, pas par obligation, mais par amour. Et cet amour, vous l'avez trahi. Mais Madame la Présidente, commença Maître Fontaine. Je n'ai pas terminé, coupa-t-elle sèchement. Les preuves présentées par Maître Lefebvre sont accablantes. Les messages montrant votre plan d'internement. Les mensonges sur l'état de santé de Madame Beaumont. Les faux témoignages sur ses prétendues défaillances. Elle prit une grande inspiration. Le testament de Monsieur Jean-Paul Beaumont, établi en 2021, est parfaitement légal. Il a été rédigé par un notaire agréé, validé par des certificats médicaux irréprochables et enregistré conformément à la loi. Il n'y a aucune raison de l'annuler. Un sanglot étouffé d'Élise brisa le silence. Quant à la demande de mise sous tutelle de Madame Beaumont, la juge marqua une pause et pour la première fois, je vis une lueur de colère dans ses yeux. Cette demande est non seulement infondée, mais elle constitue une tentative évidente de manipulation judiciaire.
Madame Beaumont est en pleine possession de ses moyens. Elle gère ses affaires avec compétence, et elle a le droit absolu de disposer de ses biens comme elle l'entend. Bang! Le marteau tomba. La demande d'annulation du testament est rejetée. La demande de mise sous tutelle est rejetée. Madame Beaumont conserve l'intégralité de ses biens. Les plaignantes sont condamnées aux dépens. C'était fini. J'avais gagné, légalement, officiellement, définitivement. Mais en sortant du tribunal, sous le ciel gris de Lyon, je ne ressentais aucune joie, juste une immense fatigue et une tristesse profonde. Catherine me prit le bras. « Vous avez gagné, Marguerite. C'est terminé. » « Non, » murmurai-je en regardant Élise monter dans sa voiture sans un regard en arrière. « Ce n'est pas terminé. C'est juste. Fini. » Les semaines qui suivirent furent étranges. L'appartement du Vieux Lyon me semblait plus grand, plus vide. Je passais mes journées à lire, à me promener le long de la Saône, à regarder les bateaux passer. Je pensais à Jean-Paul, à ce qu'il aurait dit, à ce qu'il aurait fait. « Tu as bien fait, » m'aurait-il dit, j'en étais sûre. « Tu as protégé ce que nous avons construit. » Mais aurait-il été fier? Ou aurait-il été triste, lui aussi, de voir sa famille détruite? Un matin de mars, on sonna à ma porte. Je n'attendais personne. Je pensais d'abord aux témoins de Jéhovah, puis aux vendeurs de fenêtres. Mais quand j'ouvris, je trouvai Élise, seule, sans Thomas, sans avocat, sans plan. Elle avait maigri, des cernes noires creusaient ses yeux. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient attachés n'importe comment. Elle portait un jean délavé et un pull trop grand. « Maman » dit-elle simplement. Nous restâmes là, sur le seuil, nous regardant, mère et fille, étrangères. « Entre » finis-je par dire. Nous nous assîmes dans le salon. Elle ne dit rien pendant plusieurs minutes, moi non plus. Le silence était lourd, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui avait été brisé. « Je ne suis pas venue pour m'excuser » finit-elle par dire. « Enfin, si, je suis venue pour m'excuser, mais pas seulement pour ça. » Elle leva les yeux vers moi. « Je suis venue parce que j'ai compris, après le procès, après avoir perdu. J'ai compris que ce n'était jamais une question d'argent. Pas pour toi, ni pour papa. Alors c'était une question de quoi? Demandai-je doucement. De respect, répondit-elle, les larmes commençant à couler. De voir qui nous étions vraiment, de nous forcer à choisir l'argent ou vous. Et qu'as-tu choisi, Élise? Elle pleura pendant longtemps, de vrais sanglots, profonds, libérateurs, pas les larmes calculées du tribunal, les larmes d'une femme qui réalisait ce qu'elle avait perdu. J'ai choisi l'argent, murmura-t-elle enfin, et j'ai tout perdu quand même. Je tendis la main, touchai sa joue, ma petite fille, mon enfant. Tu n'as pas tout perdu, dis-je. Pas encore. Elle me regarda, espoir et peur mêlée. Le testament que j'ai fait, celui qui te déshérite, je ne l'ai pas encore envoyé chez le notaire. Son visage s'illumina pendant une fraction de seconde avant que je n'ajoute « Mais je ne vais pas te rendre ton héritage non plus, pas comme ça, pas simplement parce que tu es venu pleurer. »« Alors quoi ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux, dis-je lentement, que tu me montres qui tu es vraiment. Pas la fille qui calcule combien vaut l'appartement de sa mère, la vraie Élise. Celle que je voyais quand tu avais 10 ans et que tu me donnais toutes tes économies pour que je puisse acheter le gâteau d'anniversaire de ton père. » Elle acquiesça, silencieuse. « Je te donne 1 an, continuai-je. 1 an pour me prouver que tu as changé, pas avec des mots, avec des actes. Et après, on verra. » 1 an passa, une année étrange, faite de petits moments, de gestes discrets, de silences moins lourds. Élise vint me voir tous les dimanches. Au début, nos conversations étaient forcées, maladroites. Elle parlait de la météo, je parlais des travaux dans le quartier. Nous évitions soigneusement les sujets importants. L'argent, le testament, le procès. Mais petit à petit, quelque chose changea. Elle commença à apporter des choses. Pas des cadeaux chers, calculés. Des petites attentions. Un pain aux noix de la boulangerie de la rue Saint-Jean, celle que j'adore. Des fleurs du marché de la Croix-Rousse. Un livre qu'elle pensait que j'aimerais. Je ne cherche pas à t'acheter.
me dit-elle un dimanche de juin, alors que nous prenions le café sur le balcon. Je veux juste, je ne sais pas, te faire plaisir, sans raison. C'était peut-être ça, le début. Faire plaisir sans raison, donner sans attendre en retour. En juillet, elle m'emmena à la maison d'Ardèche. Je n'y étais pas retournée depuis la mort de Jean-Paul. C'était trop douloureux, trop de souvenirs. Nous passâmes 3 jours là-bas, toutes les deux. Elle ne parla pas d'héritage. Elle ne mentionna pas la valeur de la maison. Elle jardina, répara une gouttière qui fuyait, nettoya le grenier. Le soir, nous nous asseyions sur la terrasse, regardant le soleil se coucher sur les collines ardéchoises. Et elle parlait, de sa vie, de ses peurs, de ses regrets. Quand papa est tombé malade, me dit-elle un soir, j'ai eu peur, une peur terrible. Pas de le perdre, pas au début en tout cas. J'avais peur de me retrouver seule, sans sécurité. Alors j'ai pensé à l'argent. Si je perdais papa, au moins j'aurais l'héritage. Au moins j'aurais quelque chose. Elle marqua une pause, les yeux fixés sur l'horizon. Je ne savais pas que penser comme ça, c'était déjà le perdre. Nous pleurâmes ensemble, ce soir-là, pour Jean-Paul, pour le temps perdu, pour tout ce qui aurait pu être différent. En septembre, Élise divorça. Thomas était parti. Apparemment, leur mariage tenait surtout grâce à l'argent qu'ils pensaient hériter. Sans cette perspective, il n'y avait plus grand-chose qui les liait. Je ne sais pas si je suis triste ou soulagée, m'avoua-t-elle en m'aidant à déménager ses affaires de leur appartement de Confluence vers un petit studio de Gerland. Il ne m'a jamais vraiment aimée. Il aimait l'idée de moi, l'idée de la fille d'une famille aisée. Et toi ? Demandai-je en portant une boîte de livres. Tu l'aimais ? Elle réfléchit longuement. Je crois que j'aimais la sécurité qu'il représentait. Un mari, une maison, des projets. Mais l'amour ? Le vrai amour ? Non, je ne sais même pas ce que c'est. Tu apprendras, dis-je simplement. Claire ne revint jamais. Je lui envoyai plusieurs lettres. Toutes restèrent sans réponse. Elle avait fait son choix. L'argent. Même après avoir perdu au tribunal, elle ne pouvait pas accepter que je puisse disposer de mes biens comme je l'entendais. Philippe la quitta quelques mois après le procès. Sans ma garantie, la banque lui était tombée dessus pour rembourser son prêt. Il s'était enfui. Personne ne savait où. Claire vivait maintenant seule, dans un petit appartement de Vaux-en-Velin. Elle travaillait comme caissière dans un supermarché. J'aurais pu l'aider. Mais elle ne voulait pas d'aide. Elle voulait justice. Elle voulait que je reconnaisse que j'avais tort, que je lui devais quelque chose. Certaines personnes ne changent jamais. En décembre 2025, exactement 1 an après ce dîner catastrophique, je convoquai Élise dans mon appartement. Catherine Lefebvre était présente, ainsi qu'un notaire, maître Arnaud Blanc, que j'avais contacté quelques semaines plus tôt. « Élise » commençai-je en me tenant debout près de la fenêtre, donnant sur les toits du Vieux Lyon. « L'année s'achève, l'année que je t'avais donnée. » Elle blêmit légèrement, mais ne dit rien. J'ai observé, j'ai écouté, j'ai noté tous tes gestes, toutes tes attentions, toutes nos conversations. Je me tournai vers elle. Tu as changé, vraiment changé. Tu n'es plus la femme qui jetait du vin au visage de sa mère. Tu n'es plus la fille qui calculait froidement la valeur de l'appartement de ses parents. Les larmes montèrent dans ses yeux. Alors, voici ce que j'ai décidé. Je fis signe à Maître Blanc qui ouvrit sa mallette et en sortit un document. Ceci est mon Nouveau Testament, le définitif, celui qui entrera en vigueur à ma mort. Le silence était total. Même les bruits de la rue, dehors, semblaient s'être tus. L'appartement du Vieux Lyon ira à Élise, ainsi que la moitié des comptes bancaires. Le studio de Villeurbanne et l'autre moitié des comptes iront aux associations caritatives que j'ai choisies. Élise porta sa main à sa bouche, les larmes coulant maintenant librement. Quant à la maison d'Ardèche, je marquai une pause. La maison d'Ardèche restera dans la famille, mais elle ne sera pas vendue, jamais. C'est une condition absolue. Elle servira de maison de famille. Pour toi, pour tes enfants, si tu en as, pour les générations futures. Maman, murmura-t-elle. Je n'ai pas fini, continuai-je, ma voix tremblant légèrement. Mais il y a une dernière condition, une condition que tu dois accepter maintenant, devant témoins. Elle attendit,
le souffle court. Tu devras, chaque année, le jour de la mort de ton père, aller déposer des fleurs sur sa tombe. Et tu devras dire à haute voix, même si personne ne t'entend, « Je suis désolé, papa. J'aurais dû comprendre plus tôt. » Le silence s'étira. Puis Élise hocha la tête, incapable de parler. « Bien, » dis-je en m'asseyant enfin, épuisé émotionnellement. « Maître Blanc, vous pouvez procéder à l'enregistrement. » Le notaire fit signer tous les documents nécessaires. Catherine valida le tout. Et c'était fait. Mon héritage était scellé. Non pas donné gratuitement, non pas refusé par vengeance, mais transmis avec condition, avec responsabilité. Quand tout fut terminé, quand les avocats furent partis, Élise et moi restâmes seuls dans l'appartement silencieux. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi tu m'as donné cette chance ?» Je souris, un vrai sourire, le premier depuis longtemps. « Parce que tu es ma fille, et parce que ton père me l'aurait demandé. Mais après tout ce que je t'ai fait, tu as fait des erreurs, l'interrompis-je, des erreurs graves, mais tu as aussi reconnu ces erreurs. Tu as essayé de changer. Et dans ce monde où tout le monde cherche des excuses, où personne n'assume ses responsabilités, ça vaut quelque chose. » Elle vint s'asseoir à côté de moi, posa sa tête sur mon épaule comme quand elle était petite. « Je ne te décevrai plus, maman, je te le promets. »« Ne me promets rien, » dis-je doucement. « Vis juste, vraiment, pleinement, c'est tout ce que je demande. » Nous restâmes ainsi longtemps, mère et fille, enfin réconciliés. Pas par l'argent, pas par l'obligation, mais par le choix de pardonner, le choix de recommencer. Dehors, Lyon s'illuminait pour Noël. Les guirlandes scintillaient sur les façades. Les gens rentraient chez eux, chargés de paquets. La vie continuait, indifférente à nos petits drames humains. Mais dans cet appartement du Vieux Lyon, quelque chose avait changé. Quelque chose s'était réparé. Pas complètement. Les cicatrices resteraient. Les souvenirs aussi. Mais au moins, il y avait de l'espoir. Et parfois, l'espoir suffit. J'ai 67 ans aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'années il me reste. 10, 20, personne ne le sait. Mais je sais une chose. Quand je mourrai, je ne laisserai pas que de l'argent. Je laisserai une leçon. Que l'amour ne se monnaie pas. Que le respect se mérite. Que la famille n'est pas une question de sang, mais de choix. Et que parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Cette histoire, je l'écris pour tous ceux qui pensent que l'héritage est un dû. Pour tous ceux qui attendent que leurs parents meurent pour enfin vivre. Pour tous ceux qui confondent amour et argent. L'héritage le plus précieux n'est pas dans un compte en banque. Il est dans les valeurs qu'on transmet, dans les leçons qu'on enseigne, dans le courage de dire non quand il le faut. Jean-Paul, où que tu sois, j'espère que tu es fier. J'ai protégé ce que nous avons construit. Mais plus important encore, j'ai peut-être sauvé notre fille. Pas financièrement, humainement. Et ça n'a pas de prix.